Coucou mes amis, c'est une petite vidéo de nuit, et moi, je veux pas qu'on me voie. Je bois mon café, nous sommes dimanche, et il est 5h55, que des 5. Bon, en fait je suis là pour... parce que j'aimerais bien vous parler d'une notion qui s'appelle le destin. Le destin. Et pourquoi j'ai envie de vous en parler? Parce que dans le monde entier, c'est parce que je regarde les séries coréennes, il y a cette notion de destin. À savoir, tout est écrit. Bon, il faut savoir aussi que nous, les Occidentaux, dans ma culture, dans la vôtre, dans notre culture commune, on a le destin qui a été étudié par les Grecs, par les Romains. On a des textes des Stoïciens, de Cicéron. Alors évidemment, vous n'allez pas lire Cicéron. Je suis d'accord, même moi, je vais pas lire Cicéron. C'est pas... bon, c'est intéressant, mais... je veux dire, à mon âge, j'ai plus envie de me taper Cicéron. Vous voyez? Non, je suis honnête, Mais enfin, cette littérature existe, et non seulement elle existe, mais elle a fait des petits, je veux dire, nos auteurs, Denis Diderot, Jacques et son maître, Jacques le fataliste, tout est écrit sur le grand livre de la vie. Cicéron, il dit pareil, voilà. C'est pour vous donner quand même, c'est-à-dire que, vous savez, les Grecs et les Romains, qui étaient polythéistes, quoique ça se discute. J'ai jamais pensé, en fait, que les Grecs soient vraiment polythéistes, dans le sens où il y avait Zeus. Zeus qui, c'était le chef. Mais moi, j'ai une grande... j'ai de l'amour, j'ai de la tendresse pour l'Olympe, pour les dieux. Tu donnes ça à un gamin de 8 ans qui s'intéresse à la mythologie et à la vie des dieux grecs, et donc romains. Il en sait suffisamment pour sa vie entière de la réalité de l'humanité, en fait, de notre humanité. Bref, ce destin. Alors, on va parler du destin, donc, sachant que c'est un sujet qui nous préoccupe depuis 3000 ans. Voilà. Et sur lequel il y a beaucoup d'écrits, des écrits anciens, en grec ancien, en latin, etc. Bon. Et on oublie cette notion, on ne dit plus c'est son sort, il a eu un sort malheureux. Alors, c'est pas un sort, parce que plus personne ne parle français, c'est épouvantable, mais c'est pas jeter un sort. C'est un sort, le fatum en latin, c'est-à-dire ton destin, fatum, quelque chose que tu ne peux pas maîtriser, qui vient de Dieu, parce que dans le destin, tu as une notion divine, quelque chose qui t'échappe, et notamment parce que le temps appartient à Dieu, je vous le dis sans arrêt, et le destin, c'est une ligne de temps. C'est une ligne temporelle. C'est-à-dire, ça veut dire que depuis la nuit des temps, il était écrit que pour toi, ça se passerait comme ça. Voilà. Et c'est-à-dire avant même, vous savez, il faut remonter justement aux dieux grecs, les dieux primordiaux, etc. Et bien, depuis les dieux primordiaux grecs, il était écrit que je ferai cette vidéo ce matin, c'est mon destin. Vous voyez? Ce qui n'est pas idiot, on va y en revenir, mais ne pensez pas que cette notion soit débile, ça ne l'est pas. Donc depuis la nuit des temps, on a une ligne temporelle et on est là, voilà, on ne peut pas y échapper. Tu n'échappes pas à ton destin, c'est marqué partout. Bon, c'est comme si Dieu depuis... Parce qu'il y a une notion de divinité, puisque c'est le temps, et c'est pas parce que c'est le temps d'ailleurs, c'est parce que c'est comme ça. Le destin, ça peut être assimilé effectivement
à l'idée de Dieu. Voilà. Mais pas de Dieu forcément grec, de Dieu tout court. Et cette notion de destin, je la retrouve dans les séries coréennes qui sont pour moi pleines d'enseignements, en plus d'être des moments de détente. Parce que souvent dans les séries, bon, je sais que tout le monde ne peut pas apprécier, hein, c'est pas la question. Moi j'apprécie beaucoup, d'autres apprécient beaucoup, c'est toute une culture, etc. Mais si vous n'appréciez pas, je le comprends fort bien. Il y a toujours cette notion de destin, notamment dans les séries d'amour, on va dire, les romances. Ok. La personne avec qui tu vas faire ta vie, alors nous, en Occident, en France, on dirait les âmes sœurs. C'est-à-dire celui avec qui tu vas te marier, avoir des enfants, faire ta vie. Finalement, c'était prévu depuis toujours. Et ta vie, ton destin, te donne des signes avant-coureurs du fait que tu vas rencontrer cette personne et faire ta vie avec. Et tu n'y échapperas pas. Donc pour le Tao, parce que la Corée du Sud, c'est le berceau du Tao, c'est pareil. Et on a, c'est-à-dire, pour eux, il y a des lignes temporelles auxquelles on n'échappe pas. Et notamment dans la notion de mariage, d'amour, de couple, etc. Mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi la notion de... J'ai encore un truc à l'écran, bon d'accord. Mais dégage. Oh là 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 là. Bon. La notion de destin d'un peuple. Comme les Grecs, quand vous allez à Delphes, hein, vous voyez le rocher de la Pythie qui surplombe donc une falaise qui va dans la mer, c'est absolument magnifique. Et tu montes sur le rocher et puis tu vois tout de suite que tu te prends pour la Pythie, justement. Hein. C'est très... Bon. J'y suis parvenue à Delphes, hein. Je sais qu'ils ont construit un hôtel, un parking, moi j'ai pas envie de voir ça, j'ai vu Delphes, il n'y avait rien, et je veux le garder comme ça, en souvenir. Il n'y avait rien à Delphes, hein. Il y avait une maison, c'est tout. Bref. Et la Pythie, ce qu'elle faisait, elle lisait en fait les augures, le destin du peuple grec. Hein. Elle donnait à voir, elle disait ce qui allait se passer. Et donc, par rapport à ce qui allait se passer, les dirigeants de l'époque, hein, voilà, les chefs de guerre, les généraux, excusez-moi, je bois mon café, décider de qui ils attaquaient ou pas, voilà, quel territoire était fragile ou pas, bon bref. Donc on peut lire le destin. Et en Corée du Sud, via le Tao, ils ont les chamans. Hein. Alors les chamans, bah, ça correspond aux tireuses de cartes. C'est pareil dans tous les... Je veux dire que tu sois dans le Tao ou dans nos religions à nous, judéo-chrétiennes, t'as toujours des gens qui regardent comment ça va se passer, avec plus ou moins d'ailleurs de réussite. Mais ça, c'est un autre souci. Tu retrouves exactement les mêmes machins, mais ça s'appelle chaman, plutôt voyante, et voilà, mais c'est pareil, les rois coréens jusqu'au 19e siècle avaient leur chaman à eux pour leur dire quel était le jour qu'il fallait pour se marier ou pour n'importe quoi. Hein. Ouais, bien sûr, avec plus ou moins de réussite. Hein. Et c'est pareil partout. Hein. Et Cicéron, d'ailleurs, il le sait. Je veux dire, on peut essayer de voir l'avenir, c'est-à-dire où nous mène en tant que peuple, hein, en tant que peuple,
ces lignes temporelles de la destinée, ok? Mais comment faire pour la changer, la destinée? Et donc, les Grecs et les Romains, ils se sont pris le chou, mais les taoïstes aussi. Hein. Bah oui. Les taoïstes aussi. Pour faire des sociétés qui prenaient en compte cette histoire de destinée, mais en même temps que faire du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire en gros changer autant que faire se peut ta ligne de destin, ta vie. Comment faire? Mais ouais, comment faire? Je vais vous la faire courte, hein, parce que c'est une idée d'une complexité. Réfléchissez 2 secondes, vous allez voir, hein, c'est pas simple. Hein. Parce que tout est écrit, que ça soit pour le Tao, que ça soit pour les Grecs et les Romains, et donc nous, hein, parce que notre culture, elle est gréco-romaine et judéo-chrétienne, mais avant tout, elle est gréco-romaine, il ne faut pas se leurrer. Hein. Non, non, il ne faut pas faire un contresens dingo. Hein. Donc, eh ben, il y en a, par exemple, le Tao, il a décidé, et ça vient de là, hein, je vous jure que c'est vrai. Il y avait des esclaves, alors en Corée du Sud, il y a eu de l'esclavage jusqu'au 19e siècle. Je crois que l'esclavage en Corée du Sud, alors le mot même esclavage a été aboli et ils s'esclavagisaient entre eux, hein, donc on va pas partir dans les histoires de colonialisme, machin. Les Coréens du Sud avaient des esclaves coréens, hein, n'allez pas chercher plus loin. Les Chinois, pareil, tous les gens du Tao et ses branches, hein, comme le bouddhisme, parce qu'il n'est qu'une branche du Tao, ont eu des esclaves. Les hindous, les indiens, appelez ça comme vous voulez, peu importe, les hindous avaient des esclaves hindous, hein, bah ouais. Et c'est parce que l'Occident avait des esclaves exogènes que l'esclavage s'est vite arrêté. Tandis que dans les pays asiatiques, c'est parce qu'ils avaient des esclaves de chez eux, hein, du même pays, que ça a continué. Hein. Ah bah oui, ah oui, il n'y a pas de hasard. Et donc, le Tao, comme tout est écrit, par exemple, hein, c'est un exemple du poids de cette réflexion sur le destin. Comme tout est écrit, quand tu étais esclave, c'était ton destin. Ok? Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait que ça a été 1930. La fin de l'esclavage dans les textes. Non, mais c'est pour vous dire. Hein. Avec le poids, hein, il y a un poids social de l'esclavage. En Asie, enfin en Asie, pas dans toute l'Asie, mais la Corée, la Chine, l'Inde, Singapour, Taïwan, machin, que vous n'avez pas ici, hein, qu'on n'a pas, nous, on n'a pas ça. Pourquoi la société coréenne est tellement marquée par les différences sociales? À cause de ça, hein, à cause du Tao. Parce que comme tout est écrit, tu vas pas pleurnicher parce que tu es un esclave, alors que c'est, je veux dire, voilà, t'es fait pour ça, quoi. Et t'es fait pour ça depuis la nuit des temps. Ok? Mais ouais, vous voyez, ça va loin quand même, hein. Oui, oui. En Inde, on a les castes. C'est exactement la même réflexion au niveau spirituel. C'est pas de ma faute si t'es un intouchable. C'est parce que dans la nuit des temps, on a décidé que toi et ta filiation, vous étiez des esclaves. Voilà, c'est tout. Hein. Et donc, ton gosse sera esclave. Et quoi que tu fasses. Et c'est pour ça que ces systèmes sociaux persistent. Hein, dans l'inconscient et le conscient des peuples. C'est-à-dire consciemment, tu dis, moi je suis riche, toi t'es pauvre, donc toi tu te tais. Et pourquoi tu te tais? Pourquoi t'es pauvre? Parce que ton destin est là. Le destin de ta famille, ok? Et de tous tes ascendants et de tous tes descendants.
Et ça a un poids, hein, ça a un poids social. Regardez les intouchables en Inde, les brahmanes, etc. Bon, c'est pas pour rien que ça existe encore, peut-être, hein, parce que tu as le poids de l'inconscient social. Et du conscient, d'ailleurs, hein, qui va marier sa fille avec un intouchable, encore aujourd'hui, quoi, c'est extrêmement difficile. Et puis, voire impossible, d'ailleurs. Bon. Donc, on a vraiment cette pensée, une pensée extrêmement élaborée, que ça soit en Asie, que ça soit en Occident, sur le destin. Alors que nous dit Cicéron? Cicéron, il nous dit, tu peux pas échapper à ton destin, c'est impossible. Donc, genre quoi que tu fasses, tu l'as dans l'os, grosso modo, c'est un peu ça. Hein. Donc, qu'est-ce qui va faire, où va se placer ce qu'on appelle, nous, le libre arbitre? Et où va se passer, c'est quoi ta liberté, te dit Cicéron, puisque tout est écrit. T'es sur un chemin, tu peux pas en changer. Qu'est-ce qui va changer ton destin? Bah toi, hein. Les autres, ils en ont rien à foutre de ta ligne de vie, de destinée depuis la nuit des temps. Donc si toi, ça te plaît pas, il n'y a que toi qui puisse la changer. Ok. C'est pas ce que disent les Asiatiques. Hein. Les Asiatiques, avec le Tao, le bouddhisme et machin, ils te disent, bah tu l'as dans l'os, c'est la vie, hein, mon gars. Voilà, c'est comme ça. Viens pas nous emmerder. Entre parenthèses, hein. Voilà, c'est tout. Mais, et c'est pas une histoire de karma, hein, c'est une histoire de destin. Où tout est écrit préalablement. D'accord. Et donc, Cicéron, qui est quand même plus intéressant, je trouve, il nous dit, bon, tu vois que ton destin ne te convient pas, donc qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben, pas grand-chose. Mais par contre, il n'y a que la raison qui va te sortir de ta destinée qui ne te convient pas. Et encore, tu pourras la changer en raisonnant, c'est-à-dire avec ton cerveau, hein, tu vas réfléchir, tu vas analyser là où tu en es, tu vas choisir une route dans la mesure du possible, et je dis bien dans la mesure du possible, hein, parce que tout est encadré par la fameuse destinée. Tu es sur une route, tu peux aller à gauche, à droite, ou aller tout droit. C'est un choix raisonné de ta part, et ta marge de manœuvre, c'est la largeur de la route. Hein. Donc tu vois, tu vas pas aller loin. Hein. Bon, t'as pas un choix délirant hein, non plus, multiple. Mais tu en as quand même un qui est de ta responsabilité. Tu peux arriver à changer ta destinée. Si tu analyses ta situation, si tu fais un constat, si tu fais des choix raisonnables, c'est-à-dire à l'intérieur de la route, et que tu aies la volonté de mettre en œuvre les choix que tu as faits. Voilà comment définit le libre arbitre Cicéron. Voilà. C'est-à-dire sur le chemin de ta propre destinée, avec énormément de réflexion, avec ton cerveau et sans tes émotions, jamais les émotions, toujours la réflexion. Avec la réflexion naît l'action, hein, comme dirait l'autre. Et donc, tu vas faire des choix qui vont impacter cette route qui t'était dévolue. Voilà la réponse qu'est-ce que c'est le libre arbitre dans la destinée. Alors, comment on peut reconnaître ce qui est la part de notre route de destinée, je vais le dire comme ça, le chemin de vie, là. Vous savez, moi j'ai horreur de ces mots, là, machin qui veulent rien dire, mais grosso modo, puisque je vous parle de route, hein, voilà, on est sur une route, la route de notre destinée,
On a un chemin donc à suivre et on va appliquer notre cerveau à essayer de faire au mieux dans cette route qui nous est dévolue. Comment reconnaître ce qui est de la part de la destinée et la part du libre arbitre? Alors, comment tu peux savoir? Tu peux à peu près définir la route que tu es obligé de prendre. Eh bien, d'une part, par les gènes, ouais, on va rentrer dans des trucs qui sont pas politiquement corrects. Mais on est en 2024, hein. Et là, en 2024, comment tu reconnais ta route, hein? Par les gènes, par ta famille, par l'histoire de ta famille, et donc, enfin bon, j'y reviendrai, et par les rencontres. C'est là où tu vas reconnaître ta destinée. Et nous tous, hein, moi, alors je vous dis moi, mais vous aussi, hein, vous, alors réfléchissez 2 minutes, quoi, hein. D'où vous venez, d'où je viens, quoi, d'où je viens, d'où vous venez, quels sont vos parents, quel est votre milieu social, quel est à la base, hein, votre niveau de culture, on va dire ça comme ça, hein. Parce qu'à force de vouloir vexer personne, à la fin on dit plus rien, ça ressemble plus à rien, c'est complètement débile. Bon bref, votre niveau de culture, et ça, vous voyez la route que forcément vous allez suivre, hein. Ah oui. Quelqu'un qui est né beau, riche et intelligent, et en plus qui a eu accès à la culture, à l'éducation, etc., vous voyez bien que sa destinée sera différente de celui qui naît tout moche, débile, dans une famille sans culture générale. Enfin, vous voyez, bon. Alors déjà, ta famille, ton milieu social, il détermine pas seulement ta conscience, mais il détermine la vision que tu peux avoir de ta propre destinée. Quand tu nais dans un milieu, allez, je vais dire sous-développé, mais peu importe, tu as quand même peu de chances de finir chercheur en mathématiques appliquées, on va dire, parce que ta famille n'aura pas les moyens. Et puis même toi, tu n'en entendras jamais parler. Vous croyez qu'un intouchable en Inde, dans sa famille de pauvres serfs paysans, on lui dit qu'il peut devenir un jour chirurgien, neurologue. Bah non, il sait même pas. Donc quelque part sa destinée, elle est très très étroite. Voilà. Donc toi tu peux réfléchir. On est en Occident, tout le monde a accès à Internet. Bon, donc tu peux quand même te dire, est-ce que mes parents m'ont donné toutes les chances? Ah ouais, tu peux te le dire ça quand même, hein, de faire un métier qui me plaise. Voilà. Alors ça, tu le vois, ton chemin de vie. Quand tu es un petit bourgeois, c'est quoi le nec plus ultra pour toi quand tu as 18 ans et qu'est-ce que tu as fait depuis? Tu vois, tu peux la voir, ta destinée. Pas ta destinée, mais ta route. La route sur laquelle tu vas pouvoir appliquer ton libre arbitre. Ok? Donc, le destin, tu le vois à la naissance, déjà. Bah ouais, et c'est pas juste, hein. Ah non, non, mais il n'y a pas de justice, hein. Nous, en France, on dit... on est libre et égaux. Ouais, non, mais en droit, les mecs, hein. En droit. Sinon, t'as l'injustice divine, hein. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais moi, je peux pas te dire autre chose. Parce que je le pense, hein. Bah ouais, on n'est pas tous égaux, hein, à la naissance. Bah non, hein. Alors, grâce à Dieu, en France, on est égaux en droit,
au niveau de la Constitution, et on peut quand même s'en féliciter, hein, c'est une grande, grande, grande avancée. On n'est pas comme les intouchables, hein. Bah ouais, voilà, on n'a pas à faire avec ça, à lutter contre ça. Mais bon, il n'en reste pas moins que pour aller au plus simple, hein, les gens qui sont jolis ont plus de chance dans la vie que ceux qui sont tout moches. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et me dire le contraire, c'est idiot, hein. C'est complètement idiot, hein. Donc après, vous allez me sortir une exception. Bah ouais, mais je m'en fous des exceptions. Bon, on voit bien, sauf à vivre en ermite, voilà, tous les jours, on le voit. Hein. Donc il y a ta naissance, ta famille, tes parents, tes grands-parents, etc. Donc qui t'amènent à une réalité sociale, affective, éducationnelle, etc. Ça, tu peux le mesurer, tu peux le quantifier. Ta destinée, hein, à la base, est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'elle était quand tu es né, est-ce que c'était sous de bons augures, hein, comme diraient les Romains, ou de mauvais augures? Quand on dit il n'avait pas un sort enviable, c'est-à-dire c'est le sort dans le sens destiné, il n'avait pas une destinée enviable. Quand tu nais, je sais pas moi, bon, enfin, vous savez, vous voyez, il y a des gens qui sont, comme dirait Coluche, hein, plus ou moins égaux, hein, voilà. Et puis Orwell aussi. Hein. Et puis, il y a un autre truc, mais là, c'est plus sympa à voir dans nos vies à tous. Dans nos vies à tous, donc vous aussi, hein, mais moi, je témoigne. Hein. Il y a les rencontres. Voilà. Les rencontres. Et les rencontres, c'est vraiment le doigt de Dieu qui a, à un moment donné, interfère dans ta destinée. C'est comme si les lignes qui sont tracées depuis la nuit des temps, hein, attention, la destinée, c'est ça, hein, que ça soit pour les Asiatiques, que ça soit pour Cicéron. Tout est dessiné, tout est dessiné, ouais, depuis même avant le monde. D'accord? Ouais, ça fait peur, réfléchissez 2 minutes au truc. Réfléchissez 2 minutes au truc. Essayez de visualiser, avant même que le monde soit monde, Dieu a décidé de nos lignes de destinée qui parfois se croisent les uns avec les autres. Maintenant, visualisez pour 8 milliards d'êtres humains les lignes de destinée. Et elles se croisent. Alors, toutes ne se croisent pas avec toutes, bien évidemment. Mais parfois, nos destinées croisent la destinée d'une autre personne, et cette personne nous change au croisement. Et ça, dans votre vie, dans ma vie à moi, dans vos vies à vous, nous, collectivement, nous avons tous ces rencontres avec un autre être humain qu'on n'a peut-être jamais revu de notre vie, moi ça m'est arrivé, et qui nous ont soit sauvés, soit appris. Et là, vous mesurez, on peut mesurer, moi je mesure ce que c'est que la destinée. C'est-à-dire que cette personne sortie de nulle part, qui est née peut-être à 10 000 kilomètres de chez moi, elle a eu un impact sur ma vie. Juste comme ça, en claquant des doigts. Juste une rencontre. Et là, on mesure la destinée. On mesure ce que c'est que la destinée. Comme avec les parents. Son background, quoi. D'où je viens. Socialement, historiquement, génétiquement. D'où je viens. Notamment génétiquement, très important aussi. D'où je viens, où je vais, ce à quoi je ne peux pas échapper,
ce à quoi je peux échapper. Je rencontre quelqu'un parce que nos deux lignes de destinée se percutent, d'accord? Et qu'est-ce que je fais de la rencontre? Est-ce que ça me touche? Est-ce que je l'utilise sur ma propre route de destinée pour faire une destinée meilleure pour mes enfants? Ou est-ce que j'en ai rien à foutre parce que je suis trop con et que je vois pas à quel point ça peut m'ouvrir des horizons? Voilà. C'est ça le destin et le libre arbitre. Alors vous voyez que le libre arbitre, bon bref, que ça soit pour les Asiatiques ou nous, hein, dans notre culture occidentale, vous voyez bien que le libre arbitre, bon, ça va pas très loin, hein, ça va pas très loin. Mais c'est pas en tirant les cartes ni en allant voir les chamans qu'on va se sortir d'une destinée de merde. Bah non. De merde dans le sens où elle nous plaît pas, quoi. Parce que vous savez, il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui sont très malheureux. Ils sont sur une route, un chemin de vie, hein, je suis obligé d'employer ce terme qui me ressort par les trous de nez, mais bon. Voilà, c'est pas, leur destinée ne leur convient pas. C'est pas parce que t'es pauvre, mais tu peux être très heureux. Il y a des gens riches, vous savez, qui gagnent bien leur vie, qui n'ont pas de soucis de fin de mois et qui sont malheureux avec leur destinée. Sauf qu'ils ne pensent pas qu'ils ont un libre arbitre. Alors effectivement, même s'il est tout petit, etc., eh ben, il influe sur la destinée. Et Cicéron le dit, hein, il dit, voilà, t'es enfermé sur une route, mais ton libre arbitre, c'est-à-dire la puissance de ton cerveau, hein, pas de tes émotions, surtout pas de tes émotions. La puissance de ton cerveau peut t'aider à modifier tout ce qui ne te convient pas. Alors évidemment, c'est pas, tu modifieras pas tout, hein, c'est-à-dire que tu vas pas de moche devenir beau, hein, non. Mais tu peux améliorer grandement ta situation, ta destinée. Et pour, voyez où j'en suis arrivé, pourquoi je vous parle du destin et du libre arbitre et du poids de la famille et du poids des rencontres, c'est parce que j'ai réfléchi à cette petite Lina. Eh ben, ça va être terrible, hein, ce que je vais vous dire, hein, ça va être horrible. Est-ce que Lina, là, l'affaire Lina, ça me fait penser à l'affaire Tony Meillon et Laetitia Perret. À un moment donné, leur destinée, paf, se percute, leur libre arbitre, alors leur cerveau, il est quand même très endommagé aux deux, pour des raisons très très différentes, mais quand même, hein, voilà, et ça se passe mal. Et ça, bon, c'est pas que ça se passe mal, c'est une boucherie. Bon. Mais ils étaient faits pour se rencontrer. Et Lina, mais regardez la vie de Lina. C'est hallucinant. C'est hallucinant, cette gamine. Alors, mais où est-elle née pour avoir subi des violences sextrumphes à l'âge de 13, à peine 13 ans. Et d'ailleurs, il y a un procès en cours, hein, je veux dire, il y a une affaire en cours, pas un procès, mais une affaire en cours. Qui a fait quoi? Regardez le nombre de décès liés à cette affaire Lina. Il y a un gars qui, paraît-il, a participé aux violences S, qui est mort en voiture, la voiture dans laquelle on a retrouvé de l'ADN, le chauffeur complètement pété, un Tony Meillon, s'est donné la mort. Enfin, je veux dire, le nombre de décès est absolument impressionnant, le nombre de violences S est absolument impressionnant, le nombre de ces petits copains à un très très jeune âge est absolument impressionnant.
Non mais c'est quoi sa destinée? Donc son destin, c'était quoi? Vu l'âge vu l'âge auquel elle a subi, c'est-à-dire une petite fille, hein, quasiment, 13 ans, quoi, moi je dirais à peine sortie de l'enfance, hein, tout ce qu'elle a subi, le nombre de petits copains, mais la solitude totale, la solitude. Et j'ai envie de vous dire, dans cette route parsemée de violences, de morts, de vols, on lui a volé 2 fois ses scooters, enfin, mais des trucs mais impressionnants par rapport à l'âge qu'elle avait. Je veux dire, comment voulez-vous que ça se termine bien, hein? Voilà. Et donc, je pensais, et cette histoire de Lina, ça m'a vraiment fait penser à l'histoire de Tony Meillon et cette malheureuse Laetitia Perret, et ce malheureux Tony Meillon, excusez-moi, mais c'est un malheureux, un vrai, hein. Et ben Lina, c'est... Mais enfin, comment une petite fille de 13 ans, une très jeune fille, parce que bon, on n'est pas une petite fille non plus à 13 ans, une très jeune fille de 13 ans peut avoir autant vécu. Mais moi, je me pose la question, quoi. Réellement, hein. C'est comme si elle avait tellement vécu que finalement, vous voyez, je vais pas finir ma phrase. Ok. Donc, je vais arrêter cette vidéo parce que je veux pas qu'on me voie et qu'on commence à avoir la lumière. Je vais revenir tirer les cartes, hein, pour la semaine. Et là, je suis sérieuse. Demandez-vous sincèrement, si vous avez appliqué votre libre arbitre par rapport à une situation de départ que vous appelleriez destinée. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a demandé comme effort? Moi, je l'ai appliqué. Alors, je vais répondre pour moi, si ça vous intéresse, pour vous donner un exemple. C'est pas sans plus. Moi, j'ai appliqué pour moi le libre arbitre, autant que j'ai pu, mais on est toujours pris, et j'étais prise aussi dans cette route de destinée, hein, la route de la destinée, et ça m'a demandé une énergie, mais alors je vous réponds, hein, absolument délirante, et pendant des années. Donc voilà, moi j'ai répondu. C'est-à-dire j'ai payé le prix du libre arbitre. Parce que le libre arbitre, ça a un coût. Je l'ai payé. Est-ce que je regrette? Bah non, mais je vais aller plus loin. Est-ce que le fait d'appliquer mon libre arbitre n'était pas ma destinée? Et là, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Cicéron, il manque un chapitre. Est-ce que le fait même d'appliquer ton libre arbitre, eh ben, justement, génétiquement, culturellement, etc., est-ce que tu n'es pas prédisposé à appliquer ton libre arbitre pendant que les autres ne le sont pas? Je pose la question et je n'en sais rien de ça. Hein. Je n'en sais rien. Voilà. Et à ceux qui me diront, ouais, mais si c'est le destin... dans ce cas-là, il vaut mieux rester couché. Bah écoutez les mecs, moi je vous réponds tranquillement, d'une façon ou d'une autre, si tu restes couché, tu bouffes pas. Et t'es toujours dans l'aigreur, hein. Voilà. Ouais, mais il y a la CAF. Ouais, d'accord. Bah écoute, très bien. Hein. Mais c'est pas la CAF qui va, comment dire, qui va faire que tu vas mener tes rêves à bien, tu vois. Donc tout ça, moi je veux plus l'entendre, c'est un peu du grand n'importe quoi, hein. Franchement, hein. Vous savez, à l'époque de Cicéron, à l'époque quand ils ont écrit le Tao, etc., c'est-à-dire à peu près à la même époque, hein, on remonte
je sais, 3000 ans d'écrits, mais avant, bon, les mecs, enfin, d'écrits qui persistent, mais je veux dire, avant, ils réfléchissaient aussi, les gens, hein, ils n'étaient pas idiots. Pas plus que nous, hein, on n'a pas beaucoup évolué, hein, de toute façon. Bah, je sais plus ce que je disais. Bon, je coupe, parce que là, je me perds. Ouais, je vous fais des bisous. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que tous ces gens qui ont écrit, que ça soit Cicéron, les Grecs, avant lui, les Grecs, avant Cicéron, que ça soit ceux qui ont écrit le Tao, donc 5000 ans, grosso modo, 4500, on va dire. Je veux dire, quand tu taffais pas, tu vois, tu bouffais pas. D'accord? Donc, voilà. C'est très simple, hein, comme concept. Et c'est un concept qui perdure d'une façon ou d'une autre. Bon, je vous laisse parce que je ne veux pas qu'on me voie. Et je reviens pour tirer les cartes. Bon, je sais que ça vous intéressera pas trop, mais c'est pas grave. Je vous fais des bisous en attendant. À tout de suite, à tout à l'heure.